Bonsoir et bienvenue et merci encore d'avoir choisi la télévision Shekina pour vous informer. Encore un cas de négligence médicale signalé. Il s'agit de dame Nathalie Doufilo. Elle a été traînée d'hôpital en hôpital avec une grossesse à terme. C'est à l'hôpital Vie Verte qu'elle a accouché de son bébé et il a été confisqué par la clinique faute de moyens. Elle s'est rapprochée de l'association de la lutte contre les erreurs et négligences médicales, ASCORIM, dont la présidente s'explique à notre micro. Propos recueillis par Arnaud Babokung et Bertrand Koumileka. 366 000 plus les 150 000 avancés, donc c'est ce qui revient à 516 000. La patiente ici présente, cette jeune Gabonaise, n'a pas d'emploi. Le père de son enfant est au chômage, il a perdu son emploi. Elle ne vit pas à Libreville, elle s'est rapprochée de sa famille à Libreville pour mieux suivre sa grossesse, parce qu'elle vit à l'intérieur du pays. Donc elle n'a pas d'argent et la clinique a décidé de garder son enfant depuis 3 jours, confisquer son enfant à la clinique Vivette, faute de moyens pour qu'elle sorte avec son bébé. Donc c'est vraiment ce parcours du combattant que nous tenons à décrier ici. Qu'on ne peut pas prendre une femme en grossesse de CHU en CHU à ses propres frais dans des taxis, dans des conditions comme ça. Elle est partie de chez elle à 8 h du matin. Elle n'a été césarienne que le lendemain à 9 h. Elle a parcouru presque tous les CHU pour que cette femme puisse avoir cette césarienne. Et aujourd'hui, elle se pose la question, c'est la question que nous posons. Ce sont les sages-femmes des hôpitaux publics qui orientent les malades vers les cliniques privées. Et sachant bien que ces malades qui vont dans les cliniques privées n'ont pas de moyens. Et les CHU sont les structures sanitaires les mieux équipées au Gabon. On ne peut pas comprendre qu'on détourne les malades des CHU pour les envoyer dans les cliniques. Maintenant, il faut payer la clinique. Qui va la payer? À quel niveau intervient la gratuité du chef de l'État maintenant? Qui va payer? Puisque ce sont les hôpitaux publics, c'est le CHU d'Ovendo qui a orienté cette femme vers la vie verte. Donc voilà un peu le problème qui se pose ce matin. Là, je viens de me rapprocher de l'inspection générale pour faire déjà état de la situation, des dérives que nous constatons tous les jours que nous décrions au sein des hôpitaux. Ensuite, nous irons saisir par écrit le ministre d'État en charge de la santé. Et tout à l'heure, il faut régler le problème du bébé qui est gardé à la clinique. Je vais l'amener à la CNAMGES pour que le directeur général de la CNAMGES puisse prendre ses responsabilités. La gratuité sur les kits et les trousseaux scolaires ne sont pas effectives dans nos structures publiques. Non seulement il y a encore les détournements des malades, parce qu'on ne sait pas si les malades qui accouchent dans les cliniques privées détournées par les cliniques ou les situations que l'on rencontre dans le public envoient les malades CNAMGES dans les cliniques. Est-ce que ces patientes ont droit au trousseau? Je ne pense pas. C'est la preuve. Voilà, cette femme, elle a ses 3 certificats de grossesse, mais elle n'a pas eu son trousseau. Et comme elle s'est rendue ici la nuit à 20 h, le centre était déjà fermé. Elle a accouché dans une clinique, son bébé est confisqué. Je ne sais pas si elle pourra encore avoir accès au trousseau gratuit. Donc il y a une incompréhension totale. Non seulement les patients ne sont pas très édifiés sur la démarche à suivre, ils n'ont pas les informations complètes et nécessaires de la part des sages-femmes et aussi de la CNAMGES qui doit clarifier, qui doit faire en sorte que l'information doit être accessible aux mamans qui viennent accoucher, qui sont à terme. Parce que depuis Égypto, je crois qu'à Égypto, il y a la CNAMGES là-bas, et il devait, chaque fois que les femmes qui sont à terme présentent les 3 certificats, elles doivent les orienter rapidement pour qu'elles puissent recevoir le trousseau gratuit. Cette femme, comme tant d'autres, n'ont pas perçu le trousseau parce qu'elles ne sont pas bien orientées, bien informées en ce qui concerne non seulement la gratuité d'accouchement, mais également le trousseau gratuit donné par la CNAMGES. Rien à voir avec ce qui précède. Dans la capitale économique, le quartier Poitiers connaît un visage désastreux depuis des années sans jamais avoir connu la joie. Un cri d'alarme est lancé à l'endroit des autorités. Nos confrères de Média Plus nous font le compte rendu. Installé depuis 3 décennies à la capitale économique, ce doyen nous parle de ses débuts lorsqu'il est arrivé au quartier Poitiers, situé derrière l'école à feu dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Derrière Poitiers, c'était une poubelle d'Elfe Gabon à l'époque. C'était des terrains vagues. Nous avons enlevé tout ce qu'il y avait comme matériel, les concassés, la ferraille,
Et tout, bien, doucement, doucement, chacun de nous commençait à trouver un petit terrain. Un quartier dans lequel les habitants décrient l'absence de voies de communication. Nous avons toujours des petits soucis ici. Une femme qui est en grossesse, on ne va pas la mettre dans la brouette pour l'amener à la grande voie là-bas. Il faut forcément une voie qui permet aux secouristes de facilement accéder là où la personne souffrante se trouve. On a nos frères qui viennent de parler pour le problème de l'école. Normalement, c'est normal, c'est ce qu'on vit ici. Nous sommes dans un quartier, je ne sais même pas comment il faut même dire. C'est de n'importe quoi. Derrière l'école à feu, il n'y a pas de route. Les gens patauchent dans la boue tous les jours. Donc nous sommes fatigués. Nous appelons toutes les autorités de cette ville-là. Le maire du 4e arrondissement, qui est mon cher frère, qui est Kassa Ibinga, qui nous viennent en aide. La route est pourrie. Une absence de route en bon état qui contraint certains taximens à refuser cette destination. Pour revenir avec les sacs de riz à la tête, les taxis ne rentrent pas. Il faut mettre les sacs de riz sur les têtes pour arriver à la maison. Vraiment, on souffre. On est obligé de prendre, s'il faut acheter un carton de poulet ou un sachet de poulet, on est obligé le taxi nous laisse à la route et on fait tout le long trajet là. C'est souffrant, c'est pénible. Vraiment ici, c'est pas la joie. Le pont que vous voyez là, c'est un faux pont que j'ai fait. Parce que vraiment à tout moment ici, ça s'inonde. Les pauvres gens ont des problèmes pour passer. Des populations qui souhaitent la matérialisation des travaux de voirie, comme dans les quartiers de motocross, PG2 et autres. C'est dommage parce que le 4e arrondissement, c'est l'un des arrondissements où il y a une des grandes sociétés de la place qui est Total Gabon. Mais nous ne comprenons pas que les autres arrondissements, vraiment allez-y trouver, vous trouverez au moins 3 ou 4 grandes voies. En ce moment, je ne voudrais pas citer certains arrondissements où ils vont bientôt inaugurer des grandes voies. Derrière l'école à feu, on veut que le maire vienne nous arranger, nous verser même les camions de sable là. On note également, depuis ces dernières années, une insécurité grandissante derrière le quartier Poitiers. Les populations de Poitiers espèrent que leurs cris d'alarme seront entendus par les autorités. Toujours à Port-Gentil, les travaux de la route motocross voient son chantier avancer à grands pas avec le personnel qui est à pied d'œuvre. Nous repartons avec nos reporters de Média Plus. Lancé officiellement le 7 mars 2018, les travaux de construction de la voie de communication du quartier Kourou, situé en face de motocross en allant vers le Cap Lopez, dans le département de Benjé, exécutés par les employés de l'entité Socotépé, connaissent une avancée significative. Une route longue de 345 mètres, avec une largeur de 7 mètres. On aura, n'est-ce pas, on a une épaisseur en concassé, donc en gravier, de 25 cm et pour le bitumage, c'est une épaisseur de 5 cm. Là, on est en train de faire les compacités. On prend les compacités, en fait, c'est la finition. Avant de mettre l'imprégné, on va imprégner tout à l'heure là. Et après, on passe à la voie du bitumage. Bon, juste dire aussi que c'est juste l'intempérie qui fait qu'hier, on n'a pas prévu qu'il y aura, voilà, il y a un peu d'eau qui a eu ce matin là. C'est ce qui nous retarde. Donc, on est en train de chasser l'eau et puis il fait les compacités. Selon ce technicien, cet ouvrage a été apprécié par les populations. On n'a pas eu de difficultés, la population nous a bien accueillis, on a été bien accueillis, sauf seulement que juste les intempéries qui nous ont fait ralentir pour l'avancement des travaux. L'exécution rapide des travaux soulage depuis quelques semaines les habitants de ce quartier. Hier c'était un rêve, aujourd'hui c'est une réalité. En tout cas les autorités politiques et administratives qui nous ont accompagnés vis-à-vis de ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes très heureux. Très content de cela. C'était le nid de poule. Difficile. Tu achètes mon sac de riz, il me faut forcément sur la route, la voie d'express, je mets sur l'épaule pour arriver ici. Du coup, nous sommes réjouis. Nous avons déjà des panneaux solaires. On marchait dans le marécage, tu ne peux pas soulever même un bidon de 5 litres d'eau et d'huile pour amener chez toi à la maison. Mais aujourd'hui, le chauffeur qui a le taxi, à qui vous avez négocié de la route pour que vous dépose, aujourd'hui il vous amène gratuit jusqu'ici à la fin du jour. La finition des travaux de cette route contribuera au développement du quartier Kourou Motocross.
De retour à Libreville où l'installation du pont bascule Andjolé ne semble pas plaire aux commerçants. Le bras de fer engagé au marché banane du PK8 où toute activité est interdite. Il exige la levée des tarifs qui sont pratiqués sur ce pont bascule. Ephraim Biego pour le constat de notre rédaction. Le ton est monté d'un cran très tôt ce matin au lieu du marché banane du PK8, l'association des commerçants du Gabon qui englobe à la fois les grossistes et les détaillants a décidé de paralyser l'activité commerciale dans plusieurs marchés de la ville au motif des multiples arnaques dont font montre les autorités compétentes à leur endroit. En effet, depuis l'implantation des ponts bascules dans leurs différentes zones de ravitaillement, principalement celui installé, l'on ne sait trop pour quelles raisons, Andjolé, les commerçants peinent à pouvoir mener leur activité. Aussi, les tarifs tels que pratiqués par le personnel de ce pont bascule ne répondent nullement à la norme. Vous commencez depuis la frontière jusqu'au 12. Il y a des places même quand on ne vous donne pas un reçu. Hein. Donc vous ne faites que dépenser, des fois jusqu'à 500 000. Mais tu as acheté la banane de combien, la marchandise de combien pour pouvoir dépenser sur la route 500 000. Si on avait de l'argent, on ne le jetterait pas partout comme ça. Mais nous voulons maintenant, même la douane et consorts, qu'ils nous diminuent un peu des taxes. Nous sommes trop asphyxiés comme ça. Les conséquences de ces actions sont multiples. Perte de valeur des marchandises à écouler sur le marché local et hausse des prix dus à la rareté des aliments. Puisqu'il faudrait que nous fassions partir les enfants à l'école, nous payons les dépenses des enfants, nous avons des enfants à l'extérieur et tout ça. Mais quand on vit comme ça, de la manière, mais ils ne veulent pas que le Gabon évolue. Ils veulent que le Gabon s'assombre. Mais nous ne voulons pas que le Gabon s'assombre. Nous ne sommes pas contre le pont. Mais il y a le pont au Cameroun. Voisin, nous partons là-bas. Ça part de 5 000 à 20 000. Les voitures de 10 roues, c'est 20 000. Mais ça part de 5 000 là-bas jusqu'à 20 000. Mais chez nous, arrivé au Gabon, c'est venu jusqu'à 800 000. Les millions. Pourquoi? Hein? Nous vendons quoi de plus que les autres? Et eux, ils produisent même beaucoup. Mais nous ne produisons plus comme d'habitude. L'association des commerçants du Gabon compte bien évidemment camper sur leur position. Si une solution immédiate n'est pas trouvée, un bras de fer qui, disons-le, ne fera pas les affaires des consommateurs. Rien à voir avec ce qui précède la Direction générale de la lutte contre la pauvreté en partenariat avec le programme Infrastructure Qualité de l'Afrique centrale a organisé aujourd'hui à la Chambre de commerce de Libreville un atelier de formation des associations transformatrices des produits agricoles sur la qualité et la sécurité alimentaire. Le récit de Pierre Parfait Badikoum. Les associations transformatrices des produits agricoles du Gabon étaient réunies aujourd'hui à la Chambre de commerce de Libreville à l'occasion de l'atelier de formation des associations transformatrices des produits agricoles sur la qualité et la sécurité alimentaire et du lancement officiel du concours national sur les produits locaux dénommé Trophée Gabon Food 2018, organisé par la Direction générale de la lutte contre la pauvreté en partenariat avec le PICAC, Programme Infrastructure Qualité de l'Afrique centrale. Plusieurs temps forts ont ponctué cet événement qui a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement concernés, de près ou de loin, par la problématique de la qualité et la sécurité alimentaire. Permettez-moi de rappeler que l'identification, le recensement et l'encadrement des associations et autres groupes vulnérables ayant des activités génératrices de revenus
font partie des attributions de la Direction générale de la lutte contre la pauvreté. Les missions principales de la DGLP sont, entre autres, l'élaboration du document de la stratégie de réduction de la pauvreté, le DSRP, l'élaboration du plan directeur quinquennal ou décennal de la lutte contre la pauvreté, la coordination et le suivi, et la participation à la mise en œuvre de tous les plans de lutte contre la pauvreté dans les domaines divers, accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'habitat social, à la santé, à la politique salariale, aux activités génératrices de revenus, à la lutte contre le chômage, contre la vie chère, contre la déforestation, ceci en relation étroite avec les ministères sectoriels concernés. Pour le ministre des PME-PMI, cette initiative témoigne l'intérêt que le gouvernement accorde au développement des petites et moyennes entreprises à travers la structuration d'une chaîne de valeur économique autour de l'économie sociale et solidaire, avec pour finalité l'éradication de la pauvreté et la diversification des poches de croissance. Sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Emmanuel Issodé-Ngondé, le gouvernement de la République est résolument engagé et déterminé à tout mettre en œuvre pour que les richesses et les produits du terroir soient transformés et valorisés localement. L'atelier de formation de ce matin et le concours national sur les produits locaux qui va suivre sont autant d'initiatives qui attestent la détermination du gouvernement à promouvoir la production artisanale et à soutenir les producteurs locaux en quête de nouveaux marchés et de développement. Cette formation apparaît donc comme une véritable opportunité d'affaires pour toutes les associations qui y ont pris part. Entre discours et ateliers, les participants ont été émerveillés par la diversité et la qualité des produits Made in Gabon lors de la visite des stands. Toujours dans cette même optique, le 20 mai est la date à laquelle se tient la journée mondiale de la métrologie qui célèbre l'anniversaire de la signature de la Convention du maître en 1875. Au Gabon, cette célébration a eu lieu avec 2 jours d'avance, c'est-à-dire aujourd'hui, sous le thème « En constante évolution, le système international d'unité ». Plus d'explications dans ce reportage de Pierre Parfait Badikoum. En prélude à la célébration le 20 mai de la Journée mondiale de la métrologie qui célèbre l'anniversaire de la signature de la Convention du Maître en 1875, l'Agence gabonaise de normalisation, AGANOR, a organisé à la Chambre de commerce de Libreville, sous la tutelle du ministère de l'Économie et de l'Entrepreneuriat national, la journée d'information et de sensibilisation sur la métrologie. Parmi nous, qui ignorent que la métrologie, science de la mesure, est utilisée dans la vie courante. En effet, la métrologie intervient dans le commerce, la santé, l'environnement, la sécurité, mais aussi dans tous nos gestes quotidiens. Comme la normalisation et l'évaluation de la conformité, la métrologie est utilisée par les entreprises et les gouvernements pour optimiser la production, les services de santé, la protection des consommateurs, l'environnement, la sécurité et la qualité. À l'occasion de cette journée, les opérateurs économiques et les associations des consommateurs ont été appelés à apporter leur appui aux actions conduites par l'AGANOR partout où le besoin sera, dans l'intérêt de notre économie. La journée mondiale de la métrologie revêt donc une importance capitale, en ce sens qu'elle interpelle tous les acteurs politiques et de développement à œuvrer pour la promotion de la métrologie en suscitant des décisions pour son développement, en renforçant les capacités techniques des structures de métrologie et en institutionnalisant la journée mondiale de la métrologie.
L'actualité hors de nos frontières, c'est aussi ça, l'information. Dans la presse, l'inauguration de Vladimir Poutine d'un pont entre la Russie et la Crimée, la répression au Burundi avant le référendum, la mobilisation des étudiants sénégalais, on dit long, presse internationale. C'est un référendum qui ne comporte pas de questions. Seul apparaît la mention « référendum constitutionnel de la République du Burundi ». Les Burundais ont le choix entre le bulletin oui et le non. Très tôt ce matin, les électeurs se sont massés devant ce bureau de vote de Bujumbura. J'ai voté oui car cette nouvelle constitution nous donne encore plus d'indépendance. Je suis arrivé très tôt pour voter pour cette réforme de la constitution. J'ai voté oui à 100%. Le scrutin vise à modifier la Constitution. Si le oui l'emporte, le président Pierre Nkurunziza, ici à l'image, qui est au pouvoir depuis 2005, pourrait occuper ses fonctions jusqu'en 2034. Une dérive autoritaire dénoncée par la société civile et l'opposition. Il est également accusé par ses détracteurs d'avoir mené depuis 2015 une répression brutale qui a fait au moins 1200 morts. Cette réforme constitutionnelle, si elle est adoptée, pourrait signer l'arrêt de mort de l'accord d'Arusha conclu en 2000. Il avait ouvert la voie à la fin de la guerre civile en partageant le pouvoir entre les deux ethnies, les Hutus et Tutsis. Grâce à ce texte, aucun président ne pouvait diriger le pays plus de 10 ans. L'Union européenne a condamné la tenue du référendum. Elle est le principal donateur du Burundi, l'un des pays les plus pauvres du monde. Le procureur français François Moulin a détaillé l'enquête sur l'attaque djihadiste au couteau perpétrée samedi 12 mai. Un ami de l'assaillant a été présenté à un juge et 2 femmes ont été interpellées. Presse internationale. Abdoulakim a été déféré au terme de sa garde à vue à mon parquet, qui a ouvert une information judiciaire des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de tentatives d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, et enfin d'association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. À l'heure où je vous parle, Abdoulakim A est en cours de présentation devant le juge d'instruction. Son placement en détention provisoire a été requis. Je vous précise enfin que dans le cadre de cette information judiciaire, une commission rogatoire a été immédiatement délivrée par le juge d'instruction aux enquêteurs qui ont pu interpeller peu après 14 heures en région parisienne deux jeunes femmes proches de Abdoulakim A et de Kamzat Azimov. Nous parlons sport dans ce journal où le secrétaire général de l'UNIFAC a tenu une conférence de presse au siège de la FEGAFOOT afin d'éclairer l'opinion internationale et nationale sur la situation qui prévaut depuis plusieurs mois entre la FEGAFOOT et l'UNIFAC. Un récit d'Ephraim Higuit. Bien qu'évincés de leurs postes respectifs par l'actuel président de l'UNIFAC, ces anciens membres du secrétariat général ont bien voulu éclairer la lanterne sur les dysfonctionnements qui caractérisent le mode de gestion de cette institution régionale de football qui compte en effet 8 pays membres, dont le Gabon. En fait, cette suspension est née depuis Kinshasa. Avant l'Assemblée générale, il y a eu une réunion à laquelle ont pris part certaines fédérations. Et il y a des fédérations qui ont décidé du transfert du siège de Libreville en Guinée équatoriale et du transfert du compte également. Mais cela a été, si vous voulez, entériné, presque entériné à Kinshasa. D'abord, lors de l'Assemblée générale de Kinshasa, il y a un ordre du jour qui est statutaire. L'ordre du jour n'avait pas été respecté par l'un des candidats. Il y avait 2 candidats, le président de la Fédération congolaise de football, M. Jean-Michel Mbono, du Sorcier, et le président de la Fédération centrafricaine de football, le président actuel de l'UNIFAC, M. Patrice Ngaïsona. M. Patrice Ngaïsona a refusé de respecter l'ordre du jour qui est statutaire. Il a voulu qu'on aille directement à l'élection. Évidemment, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous n'avons pas pu respecter l'ordre du jour parce que il faut dire qu'ils sont venus presque pour faire la guerre. Presque pour faire la guerre. Et
le président, l'un des candidats, le président Gaïsona, a refusé qu'on applique l'article 14 qui parle justement de l'ordre du jour qui est statutaire. Il a également refusé qu'on applique, qu'on fasse respecter l'article 11. Lequel des articles stipule, je cite, « Le droit de vote est reconnu aux seuls représentants de l'association nationale s'étant acquittés régulièrement de leurs cotisations annuelles fixées par l'Assemblée générale. Eu égard à ce qui précède, l'actuel président de l'UNIFAC ne pouvait se présenter au poste de président, la RCA, dont il est originaire, n'étant pas à jour de ses cotisations, idem pour la RDC et le Cameroun. Autre fait qui laisse planer des lueurs d'espoir, la question sur le maintien ou non de l'éviction de nos deux compatriotes au secrétariat général de l'UNIFAC sera connue en août prochain lors de l'Assemblée générale qui se tiendra au Cameroun. Ils l'ont fait. Et encore, en août, ils ont encore une réunion pour traiter de ce problème. En août, ils ont la dernière réunion pour traiter de ce problème devant le président de la CAF. Mais vous savez, en fait, il faut qu'il convoque une Assemblée générale. Mais le président n'a convoqué aucune Assemblée générale. Les décisions, il les prend chez lui et puis il veut les imposer aux autres qui refusent. C'est ça le problème. Donc on attend la réunion d'août 2018. Donc avoir cette réunion d'août, c'est le statu quo. C'est-à-dire que bon. Nous parlons encore du tournoi international de basket qui se poursuit avec la deuxième journée qui avait pour affiche 2 matchs. L'Interclub du Congo opposé à Ovendo 7.0 et CAS 1987 à la Gève. Les deux premiers cités sortiront tête haute de ces duels. Et commentaires et reportages de Yasser Nicolandon. La deuxième journée du tournoi international de basketball organisé par la Fédération gabonaise de basketball débute avec une affiche capitale entre l'Interclub du Congo en rouge et Ovendo 7-0 en noir. Lors de cette rencontre décisive qui opposait deux formations de divers horizons, les Congolais avaient pour but de marquer leur domination dans cette partie afin d'obtenir leur billet pour la finale. C'est avec la plus belle des manières que les hommes de Benjamin Bouzanga vont renverser la tendance sur l'heure de jeu. Ovendo 7-0, stérile, ne fait que constater les dégâts. Malgré les quelques quarantaines de points inscrits, les deux premiers cartons seront largement en faveur des Congolais. Les Gabonais poussent pour y remédier à la situation. Mais en face, il y avait une formation bien installée, l'Interclub du Congo, venu à Libreville avec des objectifs clairs et nets. Sentiment de joie, étant donné que c'est un tournoi. Remporter une victoire, c'est quoi de meilleur? Donc je suis très content. Bon, faut reconnaître que les deux premières rencontres pour nous ont semblé peut-être un peu plus faciles. Bon, moi je m'attendais à une opposition forte de la part de Ovendo, parce que hier j'ai suivi leur match contre CAS. Ils ont fait une très bonne rencontre. Est-ce que c'est l'effet de la fatigue? Je ne sais pas. Mais demain c'est une autre journée. C'est quand même contre CAS. Je pense qu'on va présenter une autre figure. Tombeur d'Ovendo 7-0, l'Interclub du Congo renvoie tout simplement cette jeune formation à ses chères études. On a eu affaire à des joueurs vraiment expérimentés. Ils ont fait le boulot. Nos jeunes, ils ont appris. Ils sont rentrés avec la pression, ils ont joué avec beaucoup de pression au départ. Et après, ils ont su réagir parce qu'on a fait un très bon dernier quart-temps. Je pense qu'on a même gagné le dernier quart-temps. Si les petits avaient entamé le match dans ce sens, je suis sûr qu'on aurait fait un meilleur score. Alors, avec des jeunes qui rencontrent pour la première fois ce type de joueurs, moi je pense qu'ils ont fait le boulot. C'est pas mal et je pense que pour l'avenir on fera mieux. Nous allons jouer relax pour demain. Nous allons essayer de beaucoup jouer extérieur avec des tirs pour pouvoir attirer la défense afin que nous puissions aller vers le panier facilement. En seconde heure de cette journée, CAS 1987 en bleu, opposé à la jeune formation d'Agev en rouge, les poulets de Marius Kempes à Soumou avaient pour obligation de laver la piètre prestation enregistrée lors de leur première sortie face à l'Interclub du Congo. Un duel qu'ils domineront dans les deux premières manches, 13-5 puis 49-41. Mais en face, CAS n'avait pas dit son dernier mot.
Composé des hommes d'expérience et d'individualité, CAS 1987 reprend les choses en main. La matérialisation de cette supériorité va se justifier par de nombreux paniers marqués, score final 56 à 55 en faveur de CAS. La province de Wellington va vibrer durant la période des vacances de